Comment aligner tous les membres de l'équipe sur une définition commune de la qualité? Dans cette vidéo, vous allez apprendre un atelier qui permet justement d'aligner tout le monde, toutes les personnes d'une équipe, sur une définition commune et holistique de la qualité qui fait la part belle à la collaboration. Alors tout d'abord, on va très rapidement remettre un peu de contexte autour de cette notion, qu'est-ce que la qualité? Ensuite, on va effectivement partir sur l'atelier, donc on va le faire en deux parties. Première partie, expliquer dans les grandes lignes c'est quoi le principe de l'atelier, le but, comment il fonctionne. Et ensuite, dans une deuxième partie, la dernière partie de cette vidéo, on va voir ensemble justement le déroulé de l'atelier à proprement parler et donc comment l'animer. Je suis Jean-Pierre Lambert, le créateur de Scrum Life, et je donne le petit coup de pouce qui manque aux équipes, aux entreprises, aux organisations pour leur permettre d'être vraiment agiles. Et derrière Scrum Life, je ne suis pas tout seul, je suis aidé de Constantin Gay, mais aussi de toute une communauté qui aide Scrum Life, qui rend Scrum Life tout simplement possible. J'en profite pour tous les remercier. Et vous, si vous aussi vous appréciez Scrum Life, vraiment, rejoignez-nous, rejoignez la communauté Scrum Life. Nous sortons de nouvelles vidéos toutes les semaines, alors pour être sûr de ne pas les rater, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Comme ça, vous serez sûr de les voir passer. Enfin, avant de continuer sur la vidéo, je vous rappelle qu'il y a toujours une description en dessous de la vidéo. On vous met tout un tas de ressources complémentaires, tous les liens, articles, vidéos qu'on référence pendant la vidéo. On vous met les liens justement pour que vous puissiez les consulter et aller plus loin. Vous y trouverez également nos formations, les formations de Scrum Life. Vous aurez également les liens vers le live interactif. Après chaque nouvelle diffusion de Scrum Life, on fait un live justement avec la communauté. On échange, on se retrouve, mais aussi et surtout, on va plus loin sur la vidéo. On creuse un peu plus les sujets justement que ça soulève. Et évidemment, vous trouverez aussi les liens pour rejoindre la communauté Scrum Life. Qu'est-ce que la qualité? Cette vidéo fait écho justement à une précédente vidéo dont c'était le thème, qu'est-ce que la qualité? Et dans cette vidéo, justement, on expliquait l'importance d'aligner toute l'équipe sur une définition commune de la qualité. Et dans cette vidéo, justement, j'avais introduit rapidement un atelier pour permettre à une équipe de construire une définition partagée de la qualité. Dans cette vidéo toujours, j'avais promis à la communauté de faire une vidéo plus détaillée, justement spécifiquement sur cet atelier, si elle mettait plus de 200 pouces vers le haut sur la vidéo, et c'est le cas. Donc bravo à la communauté, et je suis bien obligé de m'exécuter, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on va faire une présentation détaillée de cet atelier, et vous expliquer vraiment comment il se déroule et comment l'animer, pour que vous puissiez vraiment le faire chez vous. Et si vous-même, vous n'êtes pas déjà convaincu de la nécessité d'aligner une équipe sur ce qu'est la qualité, je vous invite vraiment à regarder cette précédente vidéo dont c'est vraiment le sujet. Quel est le principe de cet atelier? L'idée, ça va être de partir de la pyramide des besoins de Maslow et d'en faire une projection sur la qualité d'un produit logiciel. Et le but, ça va vraiment être d'expliquer l'importance de tous les niveaux de cette qualité d'un produit logiciel. Évidemment, là, ce que je vous explique, ce lien avec la pyramide de Maslow, la qualité logicielle, dans l'atelier, c'est la fin de l'atelier, c'est ce à quoi on veut amener les participants de l'atelier, c'est le débrief de l'atelier. Donc concrètement, l'atelier va se dérouler de la manière suivante, elle va suivre ces étapes-là. Tout d'abord, on va avoir une petite phase de travail individuel. Voilà, on va demander à chacun, pour vous, qu'est-ce que la qualité? Ensuite, on va avoir une deuxième phase de partage collectif des réponses de chacun et l'animateur va les regrouper par différents niveaux. Ensuite, on présentera cette notion de pyramide des besoins de Maslow avant de justement faire la projection de cette pyramide des besoins de Maslow sur la notion de qualité d'un produit logiciel en intégrant les réponses des participants. Et on conclura donc l'atelier avec un débrief où là vraiment on enfonce le clou pour bien s'assurer qu'on ait les déclics intellectuels qu'on veut provoquer justement avec l'atelier. Donc pour vous expliquer ça, comme c'est vraiment un atelier, je vais commencer par enlever le fond vert justement. Et voilà. Bon voilà, donc évidemment, c'est un atelier à l'ancienne, donc vous prenez des post-it. Globalement, vous allez donner un bloc, un feutre à chaque participant. Encore une fois, rien de surprenant. Vous, en tant qu'animateur, il vous en faudra un pour le mur. Alors là, je le fais sur tableau blanc. Ça marche aussi très bien sur du paperboard, etc. Et ce qui peut avoir d'ailleurs un côté assez sympa où à la fin de l'atelier, vous le gardez vivant, vous le donnez à l'équipe, vous l'affichez quelque part. Ça lui servira pas vraiment en tant que tel, ça lui fait un rappel de l'atelier. Voilà, ça peut être sympa.
Donc voilà, vous voyez sur la table, hein, j'ai mis tout un tas de post-it crayons. Ben, vous prenez chacun un tas de post-it et des crayons et ben, vous allez chacun écrire. Voilà, je vous pose la question. Pour vous, qu'est-ce que la qualité? Voilà, qu'est-ce que c'est que la qualité d'un produit? Et vous écrivez sur le post-it, alors vous écrivez une réponse simple par post-it. Hein. Vous aurez sûrement plein de réponses différentes. Vous en mettez bien un seul par post-it, c'est très important. Si vous en écrivez 4 sur le même, il va falloir qu'on les réécrive ensuite sur 4 autres post-it. C'est bon? C'est bon pour vous? On se donne quoi? Allez, 5 minutes? 5 minutes? Puis on verra, on rajoutera s'il y a besoin. Allez, c'est parti! Ouais, alors, qu'est-ce que la qualité déjà ouais, bah, c'est des tests unitaires, ça c'est clair, c'est des TU à fond la caisse. Ouais, c'est quoi la qualité? Bah, déjà, c'est une bonne UX, quoi, hein, une bonne expérience utilisateur. C'est joli, voilà, hein, une belle interface. C'est un logiciel où, on va dire, ouais, l'utilisateur n'est pas perdu. Voilà, quoi, il sait comment l'utiliser. Enfin, utilisation intuitive. Voilà, le logiciel est intuitif. Puis c'est aussi un logiciel qu'on monitore. Voilà, on a le suivi en prod. Alors, le produit logiciel de qualité, écoute, il répond aux besoins utilisateurs. Voilà. Il plante pas. Voilà. C'est un produit qui est recommandé. Voilà. C'est aussi un produit où quand on a des demandes de support, on y répond déjà et puis on y répond vite. Voilà, donc au bout de quelques minutes, tout le monde a écrit ses post-it en individuel dans son coin. Maintenant, on va partager toutes ces réponses et l'animateur, lui, va déjà commencer à regrouper ces éléments-là. Alors, regrouper comment? Ça va pas forcément vous sembler évident. C'est pour ça que je vous ai introduit le principe au début. On va commencer à construire, sans le dire, cette pyramide des besoins de Maslow projetée sur la qualité logicielle. Si c'est pas clair, à la limite, suivez, regardez, et plus tard, à la fin de la vidéo, quand on arrivera au débrief, vous comprendrez où on veut aller. Ok, très bien. Alors, qui commence? Et puis, venez, donnez-moi les post-it pour les présenter. Ouais, écoute, moi, donc... moi, je pense que voilà, alors déjà les tests unitaires, très important, hein, le produit de qualité, il y a des tests unitaires. On a une bonne couverture d'ailleurs avec ces tests-là. On a peu de bugs. On fait des revues de code aussi, voilà, et puis on a des bonnes performances. Voilà. Ok, merci. Alors, je vais me permettre de les placer. Hop, celui-là, je vais le mettre là. Voilà, je me permets de les ranger comme ça. Vous verrez à la fin de l'atelier pourquoi. À qui le tour? Ouais, alors c'est mon tour. Qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, ça a été testé, enfin plus précisément recetté, c'est-à-dire que les cas nominaux marchent. Les cas d'erreur marchent aussi. On a exploré, on a un peu trituré le logiciel dans tous les sens. L'utilisateur, il n'est pas perdu, quoi. Voilà, le produit il est intuitif. Et puis le produit, on le monitore, il y a un suivi en prod, c'est assez important. Ok, merci beaucoup. Alors, hop. Bon, tester, les cas nominaux sont ok. Hop, on va le mettre là. Voilà, explorer, bon, on va le mettre là. Ça se rapproche un peu des cas d'erreur, hein, quand même. Hein. Ah non, c'est pas du tout pareil. Les cas d'erreur, c'est, on le sait, quand on a écrit la spec, il y avait quand même des cas de figure qu'on devait gérer, quoi. Alors que l'exploration, vraiment, on trouve des choses qu'on n'a pas mis dans la spec, quoi. On sait pas où on va. Non, attention, c'est pas la même chose, hein, attention. Ah, c'est intéressant ça comme remarque. La différence entre les cas d'erreur qu'on prévoit, les cas d'erreur qui ne doivent pas marcher, qu'on prévoit déjà en amont, et l'exploration du produit, des choses qu'on ne prévoit pas et qu'on essaie de challenger. Là, c'est intéressant déjà, il y a déjà une notion d'alignement sur qu'est-ce que ça veut dire sur ces choses, comment on les appelle. Ok, ouais, non, je vois, merci des précisions. Bon, tout est tombé, les post-it tiennent mal au tableau, voilà, je les ai remis, j'ai mis des petits aimants. Voilà, on continue, à qui le tour? Alors, c'est à moi, dites-moi, qu'est-ce que j'ai mis? Alors déjà, on a une bonne expérience utilisateur, hein, voilà. Une bonne UX, comme on aime bien dire. C'est réactif,
rapide. Voilà, on clique, ça marche, on ne se demande pas ce que ça fait. L'interface est jolie, voilà, une belle UI, c'est agréable à utiliser. Ça marche, tout simplement, quand on clique, ça fait un truc. Puis les clients, les utilisateurs, ils sont satisfaits, tout simplement. Concrètement, on a des bonnes notes hein, sur les stores, typiquement. Ok, merci. Bon, ça marche. Ça rejoint ce qu'on a déjà eu. Voilà, peu de bugs. Cas nominaux, ok. Hein. Belle UI, je vais le mettre là. Donc, réactif rapide, c'est comme bonne performance, c'est ça? Ah non, je crois pas. Enfin, sauf si j'ai mal compris. Là, on parle de réactif, l'interface est fluide, ça marche bien. Performance, moi j'ai écrit ça dans le sens, le système il réagit bien, notamment tout ce qui est les API, les back-ends, le moteur de recherche, etc. Ouais, je confirme, hein, réactif, effectivement, c'est pas dans ce sens-là, au niveau performance. Hein. Ok, ça marche. Du coup, je vais le mettre par là aussi. Et puis, on a les clients, les utilisateurs sont satisfaits. Voilà, et concrètement, ils nous donnent des bonnes notes. Je vais le mettre ici. Voilà. Vous voyez peut-être une tendance entre les niveaux. On débriefera après. Donc là encore, hein, hop, une petite désambiguation. Quand on parle de performance, de vitesse, il y a plusieurs notions un peu différentes. Là, dans l'exemple que je vous montre, les personnes viennent apporter leur post-it et après, l'animateur les pose, les positionne. Selon l'ambiance dans la salle, hein, c'est aussi l'animateur qui peut prendre le tas, les lire lui-même et puis les personnes expliquent si on a mal compris. Tout ça, c'est du détail d'animation. Vous faites un peu comme vous le sentez, j'ai envie de dire. Ouais, alors moi, qu'est-ce que je vous ai écrit? Alors, ça doit répondre aux besoins, tout simplement. Enfin, c'est ce qu'on a fait. Enfin, voilà, ça répond aux besoins. Ça fait ce qu'on veut, hein, dans le sens, si on a dit que quand on fait... Enfin, ça a déjà été dit, effectivement, hein, quand on clique sur un bouton, ça fait le truc. Enfin, voilà. Ça plante pas. C'est un peu plus subtil, enfin ça plante pas, y compris quand il se passe des choses un peu complexes, comme de la charge par exemple. Le produit est recommandé, voilà. On a du bouche à oreille, on a des bonnes notes. Enfin, les gens l'aiment bien, quoi. Ils aiment bien l'utiliser. Et puis, les demandes de support qu'on a, on y répond rapidement. On y répond déjà tout court, et puis on y répond rapidement. Voilà, ça c'est les miennes. Effectivement, ça colle pas beaucoup, hein. C'est bien les petits aimants. Ok, merci. Bon, il y en a un qui est déjà tombé, c'est celui-là que je vais faire. Bon, fais ce qu'on veut, on en revient, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, hein, c'est ça marche, etc. Ne plante pas, alors, les notions de charge, ça on l'avait, voilà, les cas d'erreur, les performances, le monitoring en prod, etc. Ça répond aux besoins, je vais le mettre ici, voilà. Et puis les demandes de support auxquelles on répond vite, allez, je vais le mettre ici. Je regroupe avec les notions de monitoring, suivi en prod, etc. C'est bon, on a tout mis. Si vous avez d'autres à ajouter, hein, on peut encore, mais voilà, on commence déjà à avoir une belle image. C'est bon, on peut enchaîner sur la suite? Donc voilà, tous les participants ont listé des éléments qui, selon eux, correspondent à définir la qualité, leur notion de qualité, et l'animateur les a regroupés d'une certaine manière. C'est maintenant le moment où on va introduire la pyramide des besoins de Maslow, et la rappeler, hein, c'est, on va dire, de la culture générale, mais c'est pas pour autant que tout le monde la connaît, donc on l'explique pour que tout le monde soit bien au courant, et on pourra ensuite enchaîner sur faire la projection justement sur la qualité d'un produit logiciel. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que la pyramide des besoins de Maslow, ça parle à tout le monde? Oui, non. Bon, je vais vous le réexpliquer. Il n'y a aucun problème. Comme ça, au moins, on sera tous alignés. Donc alors, la pyramide des besoins de Maslow. Voilà, je vais vous faire une pyramide, effectivement. Alors, on a 5 niveaux. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Donc Maslow, hein, c'est la personne qui a inventé le concept, etc. Donc, c'est quoi les différents niveaux qu'on a? Donc, on a tout en bas les besoins physiologiques. Donc le premier niveau, ou plutôt le niveau tout en bas, hein, donc c'est les besoins physiologiques, la soif, la faim, la sexualité, la respiration, le sommeil, faire ses besoins, etc. Le deuxième niveau, ça va être les besoins de sécurité. Voilà, c'est le fait qu'on soit dans un environnement stable, prévisible, sans anxiété ni crise. Voilà, de manière répétable, on sait où on se réveille demain, on sait ce qu'on va manger au prochain repas, etc. Le niveau d'après, ça va être les besoins d'appartenance et d'amour.
Voilà, c'est l'affection des autres, c'est cette idée-là que voilà, l'être humain, c'est un être social, il évolue dans une société, voilà, il a besoin des autres. Le niveau d'après, ça va être les besoins d'estime. C'est le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir le respect de soi, la reconnaissance, l'appréciation des autres. Et enfin, le dernier niveau, ça commence à être un peu mystique, ce sont les besoins d'accomplissement de soi. De manière un peu, comme je dis, un peu mystique, un peu philosophique, on se donne un but dans la vie et on l'atteint. Et alors, pourquoi je vous introduis cette notion de pyramide de Maslow? En quoi elle est très intéressante? Pourquoi cette notion de pyramide? C'est l'idée que, pour atteindre les niveaux supérieurs, on a besoin des niveaux inférieurs. Hein. De manière un petit peu simple, hein, c'est effectivement, si on ne mange pas à sa faim, savoir qu'on est bien intégré dans la société, c'est un peu secondaire. C'est un petit peu l'idée de la personne qui va voler de la nourriture pour se nourrir, et oui, du coup, elle se met en marge de la société. Voilà. Donc, il y a cette notion-là de les étages inférieurs sont nécessaires pour atteindre les niveaux supérieurs. Après, attention, il ne faut pas non plus les atteindre intégralement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de forcément être sûr qu'on mange à tous les repas pour commencer à se poser la question où est-ce que je dors ce soir? Est-ce que j'appartiens à une équipe? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Voilà, effectivement, il y a un entre-deux, il y a un niveau minimum qui doit être fourni, mais ce n'est pas non plus absolu. Voilà. Donc c'est une métaphore assez intéressante, et donc pourquoi je vous en parle? Vous l'imaginez, vous le voyez, j'ai fait des petits niveaux, je vais vous dessiner une pyramide de l'autre côté aussi. Voilà, et là ce que je vous propose, c'est de reprendre cette image de la pyramide des besoins de Maslow pour construire justement sur cette vision, une vision de la qualité d'un produit logiciel. Et là, vous commencez peut-être à voir pourquoi j'ai regroupé les choses comme ça. Donc là, à votre avis, le niveau du bas, c'est quoi? Voilà, donc dans la pyramide des besoins de Maslow, ce sont les besoins physiologiques. Concrètement, voilà, là on vous avait mis concrètement, quand on clique sur un bouton, ça marche. Voilà, on a tout un tas de bonnes pratiques, des tests unitaires, une bonne couverture, des code review, où on vous en aviez évoqué d'autres, hein, une intégration continue, etc. Voilà, donc ça c'est quoi concrètement? C'est bien développé. Ah non, en gros, le truc il marche quoi. C'est ça, le truc il marche. Concrètement, ça veut dire, ce niveau-là, le produit il est déployable et il est vivant, si on peut dire. Il est fonctionnellement OK. Voilà, c'est comme tu l'as dit, quand ça doit faire A, ça fait pas B. Donc on en revient à un besoin physiologique, c'est ça. Le logiciel est vivant et il fait de manière très nominale ce qu'il est censé faire. Le niveau d'après, du coup, voilà, là vous avez mis, on triture le produit, on gère bien les cadreurs, les performances, on le monitore, il ne plante pas, y compris dans les situations un petit peu compliquées comme la mise en charge. Qu'est-ce que ça serait ce niveau? Étant donné que ce serait l'équivalent des besoins de sécurité. Il marche tout le temps, dans tous les cas de figure, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, de manière générale, il est performant, il est sécurisé et il est fiable. Hein. Quand on dit il marche même tout le temps, de manière récurrente, il fait tout le temps A quand on lui dit de faire A et pas juste une fois. C'est la notion de fiabilité. Le niveau d'après. Donc voilà, on a une interface qui est rapide, réactive plutôt. L'utilisateur, il n'est pas perdu, c'est intuitif. On a une belle interface, c'est joli. On a aussi une bonne expérience utilisateur. On est sur quoi là? Est-ce que ça serait pas l'ergonomie? Eh ouais, c'est ça. Donc le produit, il est intuitif. Le produit, il est ergonomique. Hein, intuitif ergonomique, hein, vous voyez, hein, c'est l'équivalent de besoin d'appartenance et d'amour. On peut aimer le produit, quelque part, c'est un peu ça, un produit qui est ergonomique, on arrive à lui donner de l'amour. Et au niveau d'après, voilà, les gens sont contents globalement, ils sont satisfaits, donc ils nous mettent des bonnes notes. Et puis le logiciel, il répond aux besoins. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il fait ce que les gens en attendent, il aide les personnes. Ouais, en gros c'est ça, en gros c'est tout simplement besoin d'estime, le produit il est utile, tout simplement. Et du coup le dernier là tout en haut, les besoins d'accomplissement de soi, qu'est-ce que ce serait? Pas trop. Là, c'est un moment assez intéressant, justement, parce que... Alors, il y a quelques équipes qui trouvent ce dernier niveau, mais dans pas mal d'autres équipes, ça n'apparaît pas comme une évidence. Là, on va leur poser une question qui justement, devrait les aider à trouver. On va leur demander de se mettre dans la peau d'une personne qui justement, n'est pas là aujourd'hui.
et qui pourtant devraient être toujours dans leur tête, dans leur quotidien de personnes qui construisent un produit. Alors pour vous aider, voilà, je vais vous donner un indice. Il y a plein d'autres personnes dans l'entreprise qui ne sont pas là. Imaginez, là, dans l'atelier, il y a des personnes en plus, il y a aussi les directeurs. Voilà, les directeurs. Il y a le patron là, de la boîte qui est ici. On lui a posé la même question, on lui a demandé, pour lui, c'est quoi un produit de qualité, etc. Et qu'est-ce qu'il aurait rempli comme élément? Il fait de l'argent. Le produit, il fait de l'argent. Non, c'est pas ça? Eh ben oui, le produit, il fait de l'argent. Le produit est rentable, le produit est prospère. Alors on va élargir un petit peu ça, parce que généralement on est dans une entreprise et on est là pour faire de l'argent. Parfois c'est autre chose l'objectif, parfois c'est autre chose qu'on vise. Donc voilà, donc on va mettre les deux termes. On va mettre le produit est une réussite, peu importe ce que ça veut dire, c'est très lié à ce qu'on vise. Ou d'une manière générale, c'est quand même souvent ça que ça veut dire, le produit il est prospère, il rapporte de l'argent. Là déjà, d'avoir fait ça, potentiellement, ça provoque déjà quelques déclics, de juste se dire « Ah ouais, mais l'argent c'est important, c'est pour ça qu'on fait un produit, etc. » Et là, effectivement, maintenant, on va arriver dans la dernière phase de l'atelier. On va rentrer vraiment dans le débrief pour provoquer les déclics qu'on cherche. Et alors, pourquoi je vous ai présenté cette notion des pyramides des besoins de Maslow projetée sur la qualité logicielle? C'était quoi le but? Ce qu'on a construit là, c'est une vision partagée de la qualité. Parce que la qualité, c'est pas juste un élément ou un autre. C'est tout à la fois. Et on le voit, les personnes qui répondent, souvent les développeurs, ils ont tendance à répondre plutôt dans les niveaux du bas, ce qu'on pourrait qualifier un peu de qualité technique. Voilà, tout ce qui est designer, etc., ils vont souvent se concentrer sur l'aspect interface, intuitif, ergonomie. Les testeurs, souvent, ils vont avoir un niveau un petit peu intermédiaire. Ça, voilà, performance, sécurisé, fiable, les développeurs en parlent, mais moins. C'est beaucoup plus là-dessus que les développeurs et que les testeurs passent leur temps, ainsi que cette côté intuitif, ergonomique. Les gens, les product owners, souvent, ils vont être très pareils sur l'aspect un peu interface, mais aussi beaucoup sur l'aspect c'est utile. Et en fait, ils devraient aussi se poser la question de l'aspect financier, ce qui intéresse les directeurs. La qualité, c'est pas un élément. C'est pas une chose ou l'autre, c'est vraiment tout ça en même temps. La qualité va bien au-delà du développement. Et c'est là que c'est super intéressant de voir cette image-là. On a besoin des niveaux inférieurs pour atteindre les niveaux supérieurs, mais en fait, les niveaux inférieurs ne servent à rien non plus s'ils ne permettent pas d'atteindre les niveaux supérieurs. Donc on peut regarder cette métaphore dans les deux sens. C'est que, tout d'abord, la qualité, ça va bien au-delà du développement. Si on développe d'une super manière, de la meilleure des manières, un produit qui ne sert à rien, par exemple, ou qui sert mais qui ne rapporte pas d'argent, on pourrait appeler ça de la surqualité, entre guillemets. On a fait un produit, on l'a bien construit, un produit qui ne sert à rien, qui est le mauvais produit. Donc on a trop dépensé pour rien. Mais l'inverse est vrai aussi. Et ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire qu'une vision produit forte impose d'atteindre d'abord les critères de base de qualité pour que ça puisse marcher, pour que ça se concrétise. Sans qualité dans les niveaux inférieurs, ça ne va pas être possible d'avoir un produit qui est ergonomique, qui est utile et qui rapporte de l'argent. Ça marche dans les deux sens. Et vraiment, finalement, la conclusion, c'est de bien de se dire la qualité, c'est la responsabilité de tous. Et c'est vraiment tout ça. Et là, on peut appeler ça, c'est une vision holistique de la qualité, qui n'est pas juste, par exemple, éviter d'avoir des défauts, mais qui prend vraiment tout en compte. Et ça, c'est vraiment très important pour qu'on ait cette définition commune de c'est quoi la qualité. La qualité, c'est la responsabilité de tous. Bon, ok, c'était peut-être pas un débrief, c'était peut-être un discours de fin. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris, voilà, il y a vraiment ce message-là à passer à la fin. Et d'avoir fait tout l'exercice, tout l'atelier avant, ça aide vraiment à provoquer ces déclics. Et le but, vraiment, c'est de construire un point de vue qui soit, donc comme l'animateur vient de l'expliquer, qui est vraiment holistique, qui prend tout en compte, toutes les visions, mais aussi collaboratif. C'est une responsabilité collective. Sans qualité technique, on ne peut pas avoir un bon produit. Mais si c'est un produit qui ne sert à rien, ça ne sert à rien de faire de la qualité technique. Les deux marchent ensemble, vraiment.
Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez le pouce vers le haut qui le montre. Et puis aussi partagez la vidéo, donnez-la à d'autres personnes qui elles aussi la trouveraient utile, intéressante. Puis également abonnez-vous, on sort des vidéos toutes les semaines, donc abonnez-vous pour voir les suivantes évidemment. Et pour aller plus loin sur ces notions de qualité, je vous recommande vraiment de regarder cette précédente vidéo où on parle de la notion de stratégie test, et notamment stratégie test agile, en agile, qui justement présente c'est quoi les bonnes pratiques, c'est quoi les critères fondamentaux qui constituent une bonne stratégie de test. Voilà, vous cliquez là, ça se lance tout seul. Je vous dis à bientôt, vous êtes mes plus grands fans!